Voilà Jacques, la parole est à toi. Oui, je vais me lancer. Alors voilà, bonsoir à tout le monde, merci d'être là. Et donc en fait, je me suis invité parce qu'au départ, quelqu'un d'autre devait assurer ce séminaire. Et puis voilà, pour des tas de raisons, il n'était plus disponible. Donc je me suis dit que c'était peut-être intéressant. Et si j'ai bien compris, la question, c'est un peu celle-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un bon psy? Alors, pour quelqu'un qui n'est pas psy, c'est évidemment un peu embêtant de débattre de cette question. Et donc, le point de départ, c'est un livre qui a été, entre autres, coécrit par Miller et Moyers, entre autres, sur des psychothérapeutes efficaces, ou si on peut dire. Et donc, en fait, voilà, je me suis lancé dedans. Alors, je vais vous dire tout de suite que ça ne sera pas une traduction intégrale de l'ouvrage, ni que j'ai pas repris tout ce qu'ils y ont dit, évidemment, comme il y a un nombre important de pages. Et donc, on va attaquer ça. Alors, effectivement, hein, donc je suis pas psychothérapeute et voilà, et donc ça va justifier la première question que je vais vous poser dans quelques instants. Et donc, Glory m'a tout à fait très bien présenté, et donc je vais pas en dire plus. Je travaille dans un groupement d'hôpitaux universitaires à Bruxelles. C'est ça mon lieu principal de travail, et aussi à la faculté de médecine de l'Université libre de Bruxelles. Alors, j'avais envie de vous lancer un petit sondage pour commencer. Je voulais voir avec vous qui estimait que l'entretien motivationnel, c'est une forme de psychothérapie. Alors, je pense que vous avez normalement, c'est très bien. Je vous laisse répondre. Enfin, au sondage, comme on a quand même un temps peu limité, et donc, vous avez normalement les résultats sous les yeux. Et donc, comme vous voyez, ben, on a quand même, on va dire, un bon 60% qui estiment que ce n'est pas une psychothérapie. Et donc, ça me conforte quand même un petit peu et ça me rassure sur les questions que je me posais. Alors, dans la revue Cochrane, vous savez, les revues Cochrane, c'est des méta-analyses de méta-analyse, eh bien, on présente l'entretien motivationnel comme une psychothérapie brève. Et j'ai déjà eu des discussions avec plusieurs psys pour se dire, est-ce que c'est vraiment une psychothérapie? Alors, on ne va pas discuter de ça ce soir, c'est juste une question que je lance. Et on va aller évidemment dans le sujet de l'ouvrage. Je voudrais vous dire d'abord en termes de préalable que voilà, je vais vous présenter ça avec toute humilité. Il y a dans cet ouvrage vraiment énormément de choses très, très intéressantes que je ne maîtrise pas du tout. Donc, je vais juste vous partager un certain nombre de choses qui me semblaient vraiment intéressantes et aussi un certain nombre de choses que j'ai été chercher ailleurs en rapport direct avec ce sujet-là. Alors, vous verrez qu'on parle souvent de clients dans cet ouvrage-là, et donc, même quand mon correcteur orthographique automatique a mis patient remplacé par patient, c'est client remplacé par patient, on pourrait en discuter aussi. J'essaie qu'il y ait une orientation concrète et pragmatique par rapport à ces différents sujets, et puis, ben, on a malheureusement un temps limité de partage, puisque le webinaire a une durée assez limitée. On aura peut-être l'occasion de revenir sur certains points. Alors, on entre dans le concret. Les 8 qualités qui sont mises en avant dans cet ouvrage, et l'idée, c'est que cet ouvrage, il n'est pas centré sur l'entretien motivationnel, puisque l'idée, c'est comment faire pour qu'un psychothérapeute soit efficace, et en même temps, on retrouve vraiment tout ce qu'on retrouve dans l'entretien motivationnel. Et donc, les 8 qualités que Miller et Moyers ont mis en avant, c'est l'empathie, c'est l'acceptation, c'est le regard positif, c'est l'authenticité, la focalisation, l'espoir, l'évocation et aussi offrir des informations et des conseils. Et donc, je vous propose d'aller faire un petit tour dans tous ces 8 aspects, pour certains un petit peu de manière plus approfondie que pour d'autres. L'empathie tout d'abord. Alors, voilà, quelques éléments que j'ai retenus de ce qu'il présentait sur l'empathie et qui me parlaient assez bien, j'avoue. Il y avait d'abord le fait que c'est vraiment une prise de recul cognitive et donc le fait de lire l'expérience intérieure apparente et aussi l'intention de l'autre au milieu d'indices complexes et parfois contradictoires.
Il y a le fait aussi que c'est vraiment vouloir comprendre l'autre, donc il y a une vraie volonté du thérapeute ou de l'intervenant. Le fait aussi d'être prêt à prendre le temps d'entrer dans le cadre de référence du patient, de regarder à travers sa lentille, à travers laquelle il perçoit le monde, comme on dit souvent dans nos formations. Et alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que l'intensité de la concentration et de l'absorption, comme on l'a traduit, s'apparente à une discipline de la méditation de pleine conscience. Et donc, vous savez qu'il y a de plus en plus dans l'entretien motivationnel de liens avec la pleine conscience. Et je ne sais plus si c'est Miller ou l'autre qui nous dit régulièrement qu'il se met quelque part un peu en état de pleine conscience quand il réalise une consultation pour être vraiment pleinement présent à l'autre. Dans l'ouvrage, on reprend aussi les fameux 12 freins à l'écoute de Rogers. Je ne vais pas les détailler, hein, vous disposerez évidemment du PowerPoint parce que je pense que pour certains, ça vaut la peine parfois de reformuler ce qui se cache derrière ces 12 freins à l'écoute. Et je trouve que c'est assez bien fait dans cet ouvrage-là. Donc, je vous les cite juste: explorer, conseiller, rassurer, être d'accord, diriger, persuader, analyser, avertir, distraire, moraliser, juger et appuyer sur la honte ou la culpabilité. C'est intéressant aussi qu'on revienne sur ces aspects-là. Ce qui est dit aussi dans cette partie sur l'empathie, c'est, j'aime bien cette phrase-là, qu'un psychothérapeute est quelqu'un qui vous invite sans cesse à ralentir et à écouter au niveau du ressenti de ce que vous venez de dire. Je crois que c'était une belle manière aussi de présenter l'empathie. Et alors, quand on va plus dans l'entretien motivationnel, ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on va choisir de refléter. Vous savez comme moi, on va y revenir un peu plus tard avec la focalisation, avec l'importance évidemment d'orienter nos reflets vers le guidage. Alors, on sait que l'empathie donne des résultats vraiment très, très, très intéressants, que ça soit dans les approches psychologiques, donc la psychothérapie en général, les TCC, la thérapie centrée sur les émotions, mais aussi dans d'autres domaines comme la promotion de la santé, évidemment l'entretien motivationnel, et aussi dans la médecine somatique, la satisfaction des patients et aussi des effets somatiques réels. Je n'ai pas repris ça, mais je reprends souvent en formation une étude où on voit que chez 900 patients diabétiques, eh bien, l'hémoglobine glycosylée, donc la glycémie moyenne des semaines précédentes, va être meilleure si le médecin qui s'occupe en principal du patient diabétique est très empathique. Alors, pour essayer d'être pragmatique, moi j'aime beaucoup le MITI, beaucoup d'entre vous savent que c'est un de mes grands dadas. Et donc, pour essayer d'être un peu plus objectif par rapport à l'empathie, je pense que le MITI peut vraiment nous aider. Et donc, je vous rappelle ou je vous dis que donc le MITI qui comporte 4 scores globaux, en comporte donc un qui concerne l'empathie. Et l'idée, c'est à chaque fois de se positionner donc en analysant un entretien de 1 à 5. 1, on n'est absolument pas dans l'approche motivationnelle. 5, on y est parfaitement. Et donc, pour 4 scores globaux, dont l'empathie. Donc, on a sous les yeux le tableau de l'empathie, où donc le but, ça va être d'être dans du 4 ou du 5. Et donc, dans le 4, le clinicien va donc déployer des efforts actifs et répétés pour comprendre le point de vue du patient. Il fait preuve d'une compréhension correcte de la vision du patient, la compréhension étant toutefois limitée au contenu explicite. Donc, on est là surtout dans des reflets plutôt simples. Et le niveau 5, le clinicien fait preuve d'une compréhension approfondie du point de vue du patient, non seulement de ce qui a été dit explicitement, mais aussi de ce que le patient veut dire, mais n'a pas dit. Donc, on est là, évidemment, plutôt dans des reflets complexe. Alors, le MITI donne des exemples et détaille à chaque fois chaque niveau. Et donc, je vous lis simplement le niveau 5 ici. Donc, quand on est à un haut niveau d'empathie, donc l'intervenant communique efficacement sa compréhension de la situation du patient qui va au-delà de ce que le patient a dit pendant l'entretien. L'intervenant fait preuve d'un grand intérêt vis-à-vis de la situation et du vécu du patient. Il tente de se mettre dans la peau du patient
encourage souvent le patient à élaborer au-delà de ce qui est nécessaire pour simplement suivre l'histoire et fait de nombreux reflets complexes adéquats, comme je vous le disais il y a quelques instants. Pour clore ce premier point sur l'empathie, mais donc rappelons aussi évidemment qu'il y aura tout le non-verbal et la présence à l'autre qui va évidemment être très important. Et donc dans le verbal, comme on vient de le souligner, les reflets complexes et aussi quand même les questions ouvertes ciblées pour aller au-delà de l'histoire. Voilà, donc ça c'est la première qualité d'un intervenant. La deuxième, c'est l'acceptation. Alors, par l'acceptation, par accepter, l'idée c'est qu'on s'ouvre à tout ce que peut ressentir son patient, enfin on va dire le patient, on va pas mettre le possessif, sur le moment. Donc ça traduit une acceptation sans préalable, sans arrière-pensée, telle que je ne vous aime que si vous êtes comme ci ou comme ça, hein, donc on va pas être là-dedans. Et donc c'est vraiment, comme le disent les auteurs, l'antithèse d'une attitude d'évaluation sélective. L'acceptation implique que les sentiments négatifs du patient, le mal, la douleur, etc., soient acceptés au même titre que ses sentiments positifs. Et aussi que ses contradictions internes le soient au même titre que ses témoignages d'équilibre. Donc vraiment, on va être là complètement ouvert à tout ce que le patient peut exprimer. Et donc l'acceptation, parce qu'on l'entend parfois de cette manière-là, ce n'est pas évidemment accepter tous les comportements que le patient peut avoir. On est ici dans accepter ce qui se dit à ce moment-là. Et donc, l'attitude d'acceptation va aussi impliquer chez le thérapeute la conviction quelque part que les êtres humains ont une valeur intrinsèque et méritent le respect sans avoir à le mériter. Donc, c'est quelque chose qui doit être en nous, c'est une croyance qui doit être présente pour qu'on arrive à être dans l'acceptation. Et donc, on sait aussi que quand il y a cette acceptation, ça peut faciliter vraiment un changement et que donc les croyances concernant la qualité essentielle de la nature humaine, donc ça peut vraiment être des prophéties autoréalisatrices. L'acceptation, alors comment? Elle est communiquée en partie parce que le thérapeute ne fait pas, c'est-à-dire qu'il ne désapprouve pas, qu'il ne critique pas, etc. Donc, on retrouve ici les 12 freins à l'écoute active. Dans l'entretien motivationnel, j'ai repris aussi ce que nous mettons, enfin, ce qu'on trouve chez nos auteurs. Et donc, dans l'acceptation et le non-jugement, il y a le fait effectivement de considérer que chacun a une valeur inconditionnelle. On va aussi soutenir l'autonomie, on va être dans cette empathie approfondie et aussi dans la valorisation. Alors, je me suis mis un petit rappel parce que je vous ai concocté une question par rapport à ça. J'avais envie de vous demander quel est votre niveau habituel d'acceptation si vous deviez vous auto-évaluer entre 0 et 5. 0, c'est aucune acceptation des pensées de l'autre, et puis 5, vous êtes voilà, une acceptation maximum. Les réponses sont tout à fait anonymes, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, on arrive à 90% de réponses. OK, je vous partage les résultats. Voilà, ça n'a aucune signification, juste que c'était intéressant de se dire, tiens, où est-ce que j'en suis dans mon auto-évaluation d'acceptation. Alors, on continue notre petit voyage à travers les 8 qualités. La suivante, c'est le regard positif. Alors, qu'est-ce qu'on entend par regard positif? Et donc, c'est le regard positif inconditionnel. Et donc, l'idée, c'est donc une attitude chaleureuse, positive et réceptive envers ce qui est dans l'autre personne. C'est l'acceptation tout autant des sentiments négatifs que positifs chez l'autre, sans hiérarchie entre eux. C'est être authentiquement positif, disponible, ouvert, porteur d'affection, sans possessivité et valorisant. Tout un programme. C'est aussi considérer l'autre comme une personne à part entière, libre de ses sentiments et de son vécu. Alors,
je reprends ce qui a été dit juste avant parce que ceci est un peu plus complet. Donc, une attitude chaleureuse, positive et réceptive envers ce qui est dans son patient. Cela veut dire que le thérapeute se soucie du patient, mais pas de façon possessive, qu'il l'apprécie dans sa totalité plutôt que de façon conditionnelle. C'est Rogers, une bonne référence. Alors, c'est aussi un facteur vraiment curatif majeur dans toute approche de la thérapie. Ça a été clairement montré. Et la congruence et l'empathie ne font que fournir le contexte, au fond, dans lequel il est crédible. Alors, comment, si on veut aller chercher un petit peu plus loin, donc de nouveau, vous pourrez aller voir ça en détail, hein, ce n'est pas dans l'ouvrage, mais j'ai été chercher ça ailleurs. Il y a donc une des échelles, une des grilles d'auto-évaluation qui existent sur donc l'expression du regard positif, avec des questions comme je vais maintenir le contact visuel avec mon client ici, je vais sourire, je vais éventuellement rire quand il amène des éléments à rire, je vais aussi vraiment essayer d'accepter en profondeur ce qu'il peut exprimer. Le suivant, c'est l'authenticité. Alors, ça veut dire concrètement qu'on devrait pouvoir être conscient de nos propres expériences intérieures avec les patients, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis en train de vivre quand j'ai un patient en face de moi. Ça signifie aussi qu'on est engagé émotionnellement au fur et à mesure que l'histoire du patient se déroule ou se décrit. Ça veut dire aussi qu'on est prêt à révéler nos propres expériences, pensées, émotions, lorsqu'elle profite à notre patient. Donc, l'idée de l'auto-dévoilement, ici, on met bien la condition, c'est lorsque ça va profiter à l'autre. Et donc, une autre manière de le dire, ça veut dire que le thérapeute en tant que personne transparaît plutôt que d'être caché derrière une façade. Il existe aussi des échelles de mesure de l'authenticité. Alors, il y en a une particulièrement kilométrique, qui est celle de Barrett et Lénard, qui comporte 64 points et qui en fait va mesurer l'authenticité que le soignant son auto-évaluation de son authenticité, et aussi le patient est invité à évaluer ça. Et puis, on a une autre, plus courte, où là, c'est le patient uniquement qui va aller se positionner sur l'authenticité. Les points clés autour de l'authenticité, je vais donc surtout vous lire ce qui est en gras. Donc, plutôt qu'un niveau élevé d'authenticité en soi, c'est peut-être l'absence d'hypocrisie et de malhonnêteté qui importe dans le conseil et la psychothérapie. Par contre, donc, un excès de transparence peut être préjudiciable. Donc, tout ce qui est écrit là, ça a été évalué et c'est tout à fait justifié. Et donc, avant de passer à l'espoir, j'avais à nouveau une petite question, tout simplement pour nous faire réfléchir, sur le dévoilement. Alors, est-ce que vous vous dévoilez lors de vos consultations? Voilà, de absolument jamais à très souvent. Alors, je continue. La qualité suivante, c'est l'espoir, c'est-à-dire de distiller l'espoir dans l'entretien. Et donc, ça vient pas du bouquin, parce que ça m'inspirait pas énormément tout ce qui était dit là. Excusez-moi, juste un petit instant. Excusez-moi. Donc, l'idée, c'est que l'espoir est défini comme une pensée orientée vers un but, et quelqu'un qui porte l'espoir se perçoit capable d'élaborer des stratégies dirigées vers ce but et perçoit qu'il a l'énergie et la motivation nécessaires pour mettre en œuvre ces stratégies. Il existe aussi, j'ai essayé de vous trouver à chaque fois des grilles pour aller un petit peu objectiver les différents éléments. Et donc, en voici une qui vient de Snyder, qui a beaucoup écrit autour de cet aspect-là. Donc, vous pourrez retrouver ça aussi dans le PowerPoint. Et donc, Snyder aussi identifie 3 composantes à ce concept.
les buts, les stratégies et l'énergie motivationnelle. C'est-à-dire, ça c'est vraiment l'aspect de la perception qu'une personne a de sa capacité à mettre en application des stratégies pour atteindre les buts. Et donc l'idée, c'est de travailler aussi ces différents axes avec le patient. Une autre manière de le présenter, donc, c'est d'avoir des objectifs, d'identifier les routes pour y arriver, de s'imaginer déjà qu'on peut réussir et ça va stimuler l'espoir. Donc, l'espoir et l'espérance des patients, alors que certains auteurs appellent l'effet placebo, hein, ça vient du bouquin, sont associés à de meilleurs résultats en matière de santé et de traitement, ça c'est clair. Il y a aussi les croyances des thérapeutes concernant le pronostic du patient, pronostic au sens très, très large, qui peut devenir vraiment des prophéties autoréalisatrices. Les croyances des thérapeutes concernant les procédures de traitement utilisées vont influencer également les résultats. J'ai repris ici, je suis désolé, il y a vraiment beaucoup trop sur cette dia, une possibilité de s'auto-évaluer. Et donc, c'est des questions dans le style aujourd'hui, et j'ai l'impression d'avoir suscité l'espoir chez ma patiente, à quel moment, comment est-ce que je l'ai fait, etc. Et donc, ça nous permet aussi de travailler sur cet aspect. Ça, c'était pas dans le bouquin non plus. Alors, le point suivant, c'est la concentration, la focalisation. Alors, on connaît bien ça dans l'entretien motivationnel, donc je l'ai pris de manière assez courte, je vous avoue. Et donc, l'idée, c'est que la focalisation, c'est vraiment un processus de décision partagée qui permet de définir des objectifs clairs pour l'échange, la consultation. Les résultats sont généralement meilleurs lorsque les conseillers ont des objectifs clairs et une approche organisée pour les atteindre. C'est une bonne nouvelle. L'ambivalence, elle est normale, ça on le sait bien, et aider à la résoudre est un processus thérapeutique important, on est d'accord, on est dans l'entretien motivationnel. Et on parle aussi de la neutralité dans les situations d'équipoise. Donc, la neutralité, c'est vraiment l'idée, c'est que c'est une décision consciente de l'intervenant dans une situation clinique, de nouveau clinique au sens large, particulière où le patient est ambivalent et l'équilibre décisionnel est un outil utile pour éviter d'influencer par inadvertance l'orientation du choix du patient. Donc ça, c'est aussi ce dont on parle très souvent en formation pour faire la différence entre l'utilisation de l'entretien motivationnel et, par exemple, la balance décisionnelle. Autre point important, c'est l'évocation. Alors, j'ai mis le terme d'empowerment puisque c'est celui-là qu'on retrouve dans le prochain ouvrage sur l'entretien motivationnel et on ne retrouve plus l'évocation, mais on est dans des notions qui sont évidemment très similaires. Une petite phrase qui nous rappelle ce qu'on peut parfois faire passer en formation aussi. Hein, vous avez ce dont nous avons besoin et ensemble nous allons le trouver. On s'adresse là aux patients. Et donc, je vous le rappelle, hein, là c'est vraiment des choses qui sont des basiques pour tout le monde, mais que l'évocation fait vraiment appel à ce que le patient possède déjà, ses forces et sa sagesse et le soutien, il ne faut pas taper, et le patient est vraiment collaborateur dans le processus de changement. On nous rappelle l'intérêt des questions ouvertes, de la valorisation, etc. Il y a donc je vous le rappelle aussi, un consensus vraiment de la littérature sur le lien entre le discours changement et les changements de comportement effectifs et aussi un lien clair entre le discours de maintien et l'absence de changement de comportement. C'est important de le rappeler. Et donc, nous allons influencer ce que les patients vont verbaliser par les questions qui vont être posées, mais par aussi le contenu, évidemment, de nos reflets et de nos affirmations, et aussi de ce qu'on va mettre dans nos résumés. Et donc, les facteurs tels que la motivation pour le changement, l'engagement, l'espoir et l'efficacité personnelle permettent de prédire les résultats et sont également influencés par les réponses du thérapeute. Donc, ça souligne vraiment l'importance de tous ces éléments-là et pas uniquement de l'évocation. Et donc, l'évocation, je l'ai déjà dit, fait appel vraiment à la sagesse et aux forces et aux ressources du patient.
et les résultats positifs vont être vraiment facilités parce que nous allons nous abstenir d'évoquer comme la résistance, la discorde ou la discussion sans rapport avec les objectifs du traitement. On est là dans la focalisation clairement. Il existe aussi des échelles qui s'intéressent en fait à ce que dans l'évocation, on va s'intéresser vraiment à l'expérience du patient, pas uniquement à ses motivations, mais aussi vraiment à ses expériences. Et donc ça, c'est une des échelles qui existent, qui mériterait sans doute d'être traduite en français, on est d'accord. Dans l'évocation, j'ai été recherché aussi dans le MITI les 2 scores globaux qui nous intéressent aussi, qui sont donc cultiver le discours changement et aussi modérer le discours maintien. Et donc, l'idée va être vraiment, de nouveau, pour ceux qui ne connaissent pas le MITI, mais je pense qu'il y en a de moins en moins, qu'on s'intéresse au niveau 4 et 5, c'est-à-dire donc là, quand on est vraiment en plein entretien motivationnel. Dans le 4, le clinicien apporte une attention constante au langage du patient en faveur du changement et fournit des efforts pour l'encourager. Et le 5, le clinicien fait preuve d'un effort marqué et constant pour augmenter la profondeur, l'intensité ou l'élan du langage en faveur du changement. Donc, on est là vraiment dans l'évocation qui va être orientée vers le discours changement. Alors, les détails de ces deux niveaux 4 et 5, je vais juste vous lire le 5. Donc, au cours de leurs échanges, le clinicien influence et façonne le langage du patient en faveur du changement. Il a recours à des exercices ou à des tâches thérapeutiques afin de susciter et de renforcer ce discours changement. Il ne manque généralement pas d'opportunités pour explorer plus profondément ce discours changement. Il suscite de façon stratégique le discours changement et il répond de façon constante et manque rarement des opportunités de développer l'élan du discours changement. Et on va aussi dans cette évocation essayer de modérer le discours maintien, c'est-à-dire quand il y a présence de discours maintien, on va dans le niveau 4 éviter généralement de mettre l'accent sur le langage du patient en faveur du statu quo du maintien et dans le 5, on va faire preuve d'un effort marqué et constant pour faire baisser la profondeur, l'intensité ou l'élan du langage du patient en faveur du maintien. Dernier point que j'ai repris, ça va plus vite que prévu, qui était repris dans l'ouvrage, une des qualités du thérapeute, c'est de fournir des informations et des conseils, mais pas n'importe comment, et donc ça nous ramène en termes d'entretien motivationnel au partage d'informations, où on insiste sur le fait que la délivrance de conseils professionnels a un léger effet positif. Donc, ça me plaît bien parce que moi, je me permets toujours d'insister dans les formations sur le fait que informer, ça sert pas à grand-chose, ça sert un peu à quelque chose, on est d'accord, mais c'est vraiment pas le point essentiel. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Le style professionnel du guidage représente un équilibre entre l'écoute des patients et l'offre d'informations et de conseils. On est vraiment dans le demander, partager, demander, tout à fait. Et on nous rappelle aussi que la réactance est la tendance bien documentée qu'ont les gens à agir à l'encontre des recommandations des autres, même s'ils sont d'accord avec ces conseils. Donc, n'oublions pas vraiment d'éviter de donner des conseils, mais je pense qu'on est tous convaincus. Et donc, demander la permission, respecter l'autonomie, écouter et offrir des choix peuvent vraiment aider les patients à entendre et à prendre en compte nos conseils. Voilà, on est passé sur les 8 qualités d'un bon thérapeute. Je voulais juste regarder cette petite phrase. Je vous laisse méditer, puis je vais vous lancer un petit dernier sondage. Et puis, on pourra échanger. J'arrête le sondage. Merci beaucoup, Jacques, déjà pour cette présentation et d'avoir pris le temps et cette énergie pour nous résumer ces 8 qualités
en tout cas qui ont été exposées dans le livre, et puis faire ces liens comme tu l'as fait avec aussi ce que ça vient nous questionner par rapport à la pratique de l'EM et les outils sur lesquels on pourrait s'appuyer pour effectivement aussi s'auto-évaluer entre ces qualités attendues, puis là où on en est finalement dans notre pratique quotidienne.